Alors, bonsoir à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir donc, pour ce nouveau live Parlons Immobilier. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Christian Cacciutolo, dirigeant de la plateforme UNEP et associé fondateur de Sofidy. Bonsoir, Christian. Bonsoir et merci de m'inviter. J'aurai le plaisir d'animer ce live avec mon associée Hélène Barraud-Housset. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver donc tous pour ce nouveau live Parlons Immobilier, donc qui commence à devenir maintenant une institution. Donc, je laisse Jean-Olivier et j'interviendrai un petit peu plus tard. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous faire un point rapide sur le Centre du patrimoine, pour ceux qui nous connaissent moins bien, et également sur la plateforme UNEP. Et puis, je laisserai donc bien sûr la main à mon associé qui animera donc toute la seconde partie de la conférence avec Christian sur l'actualité du marché des SCPI. Donc, Xavier Girard est également présent parmi nous ce soir, même s'il n'intervient pas, mais il est à votre disposition à la fin de ce live pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vous propose de faire un focus rapide sur le sommaire ce soir. Donc, on va faire un point sur le marché des SCPI en 2020. Il y a un gros bilan à faire. Ça a été une année test, cette année 2020. Et on y reviendra avec Christian, bien évidemment, dans quelques instants. Ensuite, on reviendra sur les perspectives de l'après-Covid. Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir? Est-ce que le marché des SCPI est toujours actif? Et donc, on y répondra. On répondra sur deux thèmes, le commerce et le bureau principalement. Et puis, nous finirons sur les SCPI thématiques, puisque ce sont des SCPI qui sont de plus en plus en vogue. On voit des SCPI d'hôtellerie, des SCPI de santé qui sortent de plus en plus de logistique. Et donc, il sera intéressant de faire un bref rappel sur ces SCPI, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas. Et on reviendra également sur les SCPI géographiques, puisqu'on en voit de plus en plus aujourd'hui arriver sur le marché. Alors, très brièvement, je vais revenir sur le Centre du patrimoine pour ceux qui ne nous connaissent pas ou moins bien. Donc, nous, on est acteurs de la gestion privée depuis 20 ans maintenant. On s'est créé en 2001, déjà 2001. Et aujourd'hui, on conseille 350 familles au quotidien qu'on accompagne dans la gestion de leur patrimoine et dans toutes leurs problématiques, qu'elles soient fiscales, patrimoniales, financières, immobilières. On est une société familiale, un actionnariat purement familial et ce qui nous caractérise, c'est la proximité, la réactivité et la stabilité de la relation qui est une vraie force et un vrai, je dirais, un vrai plus pour nos clients puisque beaucoup de nos clients nous connaissent déjà depuis 20 ans. Alors, je voulais faire un focus rapide sur UNEP ce soir, puisque Christian a la gentillesse d'accepter notre invitation. Donc, UNEP, aujourd'hui, comme le centre, on a 20 ans, plus de 20 ans d'existence maintenant. Aujourd'hui, la plateforme UNEP, c'est plus de 700 CGP partenaires, dont le centre du patrimoine. C'est également plus de 100 sociétés de gestion partenaires et plus de 700 fonds référencés avec une connotation immobilière importante puisque aujourd'hui c'est 15 SCPI et 3 SCI référencés et 4 compagnies d'assurance qui sont également partenaires de l'UNEP aujourd'hui. Le partenariat donc avec le Centre du patrimoine, c'est 20 ans, déjà 20 ans. On a démarré avec Christian il y a 20 ans, en 2001. On a quasiment démarré au début de l'histoire du NEP en fait. Voilà, donc c'est une belle histoire. Alors, pour faire un focus également sur notre invité, Christian va se présenter, bien évidemment. Je vais lui laisser la parole. C'est un monsieur aujourd'hui qui a un gros historique sur le domaine de la SCPI, de l'immobilier, de la connaissance du marché de l'immobilier financier. Et on est ravis de le recevoir ce soir pour qu'il nous transmette son expérience et également finalement une année 2020 qui va dans l'histoire aujourd'hui des marchés financiers et des marchés immobiliers rester à jamais gravé et qui a été un très bon test pour le marché de la SCPI entre autres. Christian, je te laisse te présenter. Écoutez, bonjour et merci de vous être inscrit pour m'écouter. J'espère que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, je me présente. Je suis historiquement un des associés fondateurs de Sofidy qui gère un certain nombre de SCPI. Certaines, vous les connaissez, qui sont par exemple Immorente ou Ifimo ou Immorente 2 ou même Sophie Pierre. Donc, effectivement, on a démarré cette activité-là plutôt le double de 20 ans puisqu'on a démarré en 87 cette activité-là. Et en réalité, l'UNEP a été la continuité de cette activité-là puisque en fait,
l'UNEP a été un outil qui nous a permis de réunir tous les clients qui souscrivent des produits et des fonds chez nous, uniquement au travers de conseillers en gestion de patrimoine d'ailleurs, puisque une des caractéristiques d'un conseiller indépendant, c'est d'être en gestion de patrimoine, c'est son indépendance. Il a une totale liberté de choisir ses partenaires, contrairement aux salariés d'une banque, même s'il fait bien son boulot, il propose les produits de la banque. Et donc, du coup, l'UNEP a réuni tous ces clients-là au sein de, en tous les cas en ce qui concerne l'assurance vie, au sein d'une association, de manière à ce qu'on ait suffisamment de force pour dialoguer avec les assureurs et venir les voir avec notre cahier des charges pour vous offrir les meilleurs produits. Alors, sachant que la réglementation étant la même pour tout le monde. Et donc, du coup, c'est ce qui nous a permis au sein de même contrat de vous proposer des SCPI qui font partie de maisons concurrentes, puisqu'on est aujourd'hui là pour parler d'immobilier. Il faut savoir qu'on ne peut pas être le meilleur dans tous les domaines. Et donc, du coup, nous, à Sofidy, on était des spécialistes, on est toujours du commerce et du bureau. On s'est lancé dans le résidentiel. Mais effectivement, le marché se structurant et la vie change, d'ailleurs de plus en plus rapidement, ce qui fait que les habitudes dont on consomme l'immobilier où on vit ont un peu changé. La logistique avec Internet et commence à vraiment s'organiser. La grande distribution est en train de complètement changer son modèle d'occupation, je dirais, des villes ou de la périphérie de ville. Les bureaux, avec le télétravail, on pourrait s'interroger sur la manière dont ils vont évoluer ou pas d'ailleurs. En tous les cas, du coup, la SCPI, de ce fait-là, devient ou va devenir de plus en plus le support qui lui donne un peu plus d'agilité pour s'adapter en permanence au marché. Par analogie à un bien en direct, lorsqu'on achète un bien en direct, forcément, c'est un investissement sur du long terme, ne serait-ce que parce qu'on passe chez le notaire, parce qu'on met en place un bail avec un locataire. Alors que dans la SCPI, même si on fait ça, et ben le lendemain, avec la même part, on va racheter un nouveau bien. Et donc, du coup, on va en permanence s'adapter à l'évolution de la manière dont on utilise, je dirais, les consommateurs de surface en mètre carré. Donc, en permanence, la SCPI s'adapte au marché, contrairement à de l'immobilier qu'on pourrait détenir en direct pour la même somme. Ok, merci Christian pour cette présentation. Je vais laisser donc la parole à Hélène qui va donc animer dorénavant ce webinaire et répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire, vraiment, et on y répondra. Eh bien, merci Jean-Olivier, donc avec plaisir. Donc, par rapport à ça, donc, Christian, tu as commencé déjà un petit peu donc, à nous faire un bilan, je dirais, justement du marché des SCPI en 2020. Donc, bah, si tu peux justement nous en dire un petit peu plus par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses justement, ton ressenti, ton expérience et le retour d'expérience justement sur ça. Ben alors, sur l'année 2020, on peut dire qu'il y a eu deux étapes. Il y a eu un premier trimestre juste avant l'arrivée du confinement qui a été assez exceptionnel puisque c'était un des meilleurs trimestres depuis le marché de la création des CPI en termes de collecte derrière. Ça, c'est un point qui est quand même relativement important. Et à partir de cette deuxième période, on a vu bien sûr que la collecte s'est ralentie, mais elle a quand même été relativement importante, relativement à quelques années auparavant. Je ne comparerai pas à 2019, puisque on a globalement sur l'année une baisse de la collecte d'à peu près 20%. Mais néanmoins, on a vu une collecte continue, puisque l'immobilier, c'est un bien tangible, et c'est, entre guillemets, une valeur refuge. Le seul vrai risque que personne n'a été capable réellement d'identifier, c'est les relations avec les locataires et donc leur capacité ou pas à payer le loyer en fonction de la nature du bien qu'ils occupaient, mais je vais revenir là-dessus. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 100 SCPI en France, il y en a 102 très exactement, et que la moyenne des performances en termes de dividendes, c'est-à-dire en termes de revenus perçus, a été de 4,18. De loyer, en fait, on est d'accord. Oui, c'est comparer, de loyer pour comparer de l'immobilier traditionnel, c'est le loyer, on est d'accord. Oui. La rentabilité du loyer. La moyenne des loyers perçus, ça a été de 4,18 contre 4,40 l'année dernière. La différence, en fait, s'explique parce que par un phénomène, c'est-à-dire un taux de recouvrement des loyers qui forcément a été inférieur au celle des années précédentes. Mais justement,
Justement, je t'en prie. excuse-moi. Donc justement, qu'est-ce qui te permet de dire pourquoi cette résilience justement des SCPI en 2020? Parce qu'on aurait pu penser, au vu de la crise qui était quand même majeure, que j'ai envie de dire, il y aurait un plongeon. Beaucoup l'anticipaient. Au final, il n'y est pas arrivé. Donc toi, tu en penses quoi par rapport à ça? Tu penses que c'est dû à quoi? D'abord, si je jouais les pessimistes, c'est que l'État a quand même pas mal aidé. On a beau dire tout ce qu'on veut, a pas mal aidé ou soutenu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans une SCPI, il y a une étude, une analyse préalable de la sélection du bien. Et quand on sélectionne un bien, on sélectionne, comme c'est un bien qui est destiné à être loué, on sélectionne en même temps, voire même avant le locataire. Ce qui veut donc dire que globalement, on a eu un taux de recouvrement des loyers en moyenne qui a été supérieur à 90% des loyers facturés. Oui, donc en effet, oui. Mais ça tient à une chose très simple que j'avais commencé à évoquer déjà, c'est que en réalité, tous les ans, on achète de l'immobilier. Et donc, comme on achète tous les ans de l'immobilier, tous les ans, on a des nouveaux locataires. Et tous les ans, les anciens locataires, on les renouvelle quand les baux arrivent à terme. Et donc, du coup, on a un patrimoine, je vais citer l'exemple d'Imorande, je m'en excuse, mais c'est celui dont je suis vice-président, donc je suis la tête dans le guidon sur le sujet, puisqu'il y a les conseils de surveillance qui sont arrivés. Imaginez qu'un client qui achète une part ou qui met 10 000 euros, il est propriétaire quasiment d'une manière au prorata des sommes qu'il a mis de 2000 lots pour 3 milliards. Donc, il a des loyers qui proviennent de 2000 occupants différents. Et donc, du coup, la SCPI, il y a une vraie mutualisation du risque instantané, du risque financier, mais il y a aussi une mutualisation au niveau du risque sectoriel. On ne peut pas dire que tous les commerçants se sont mal portés. D'ailleurs, la grande distribution qui se portait pas très bien avant la crise de Covid n'a jamais gagné autant d'argent. Et quand on parle d'immobilier, on oublie aussi, ou de commerce, on oublie aussi de dire que le commerce, même s'il se fait au travers du digital, est de plus en plus chronovage. Par exemple, de logistique. La logistique, on va dire la plus importante, il y a deux catégories d'immobilier en termes de logistique. Il y a ce qu'on appelle la boutique du dernier kilomètre, puisque la bagarre, par exemple pour Amazon, pour ne pas le citer, c'est le temps de livraison. Et donc, on appelle ça la boutique du dernier kilomètre. C'est la proximité avec la personne qui commande. Ça, c'est le premier point. Et il y a une deuxième catégorie d'immobilier que nous, on appelle l'immobilier alternatif, qui est en train de naître et qui est vraiment en train de se structurer. C'est par exemple les data centers ou les data rooms. Oui. En plus d'avoir un bien de stockage, il y a un niveau de sophistication informatique qui demande et des compétences, je dirais, de fabrication de l'immobilier très spécifiques. D'ailleurs, jusqu'à présent, l'essentiel des data centers, pour la petite histoire, se trouve dans des pays plutôt où il fait froid. Oui. Il y a une telle comment dire, surchauffe des baies, etc., que ça coûterait beaucoup trop cher. Comme on a pu le voir, les surchauffes des baies, pour ne pas en parler dernièrement, OVH qui a quand même pris feu, qu'on a tous vu. Donc oui, il y a un vrai risque. Donc je pense que l'immobilier, oui, doit vraiment être quand même adapté. Et donc on a vu fleurir des acteurs qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui aujourd'hui sont vraiment qui sont devenus matures et qui sont vraiment en train de s'organiser pour fournir des biens immobiliers qui sont spécifiques à cette activité-là. Ça veut dire quoi? Et on pourrait faire l'analogie sur tous les secteurs d'immobilier, commerce, bureau, hôtellerie. Avant, on parlait d'hôtellerie, maintenant, on ne parle plus de camping, on parle d'hôtellerie en plein air. Parce qu'effectivement, je dirais, les personnes qui vont profiter de l'immobilier, qui veulent du plein air et qui veulent aller en camping, n'y vont plus dans des tentes ou rarement dans des caravanes aujourd'hui. Donc, c'est organisé différemment. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans une SCPI, si autrefois on achetait dans la grande distribution, on achetait un hyper en périphérie de ville, et aujourd'hui, quand on achète dans la grande distribution, on achète en centre-ville un Monop ou un Carrefour Market ou autre chose, avec un locataire qui est très solide et qui sait
rapprocher, je dirais, de ses clients pour deux raisons. La première, les gens veulent marcher à pied et veulent éviter les problèmes de circulation. Et puis, la deuxième, c'est pour le temps ou le délai de livraison du client. Et Oui. ça nous ramène aux fondamentaux de l'immobilier, dont le premier critère, le deuxième et le troisième, c'est l'emplacement. Et donc, en sachant que l'emplacement de qualité aujourd'hui peut éventuellement un petit peu bouger en fonction, par exemple, d'une amélioration de la ville ou d'une dégradation des zones géographiques. Et c'est là où on retrouve l'avantage d'une SCPI. Et justement, j'ai une question d'un autre Christian, Christian dans le coup, qui me demande, il me dit donc par rapport, OK, pour les revenus perçus, donc comme tu nous l'as dit, donc pour le rappeler, qui ont fait 4,18, donc ils sont quand même cohérents, mais il me pose la question, qu'en est-il au niveau de l'évolution des parts, en fait, qui sont en baisse ces derniers temps, quel risque réel? Eh bien, je pense que l'autre Christian a vu que j'étais très bavard et que j'étais en train de partir en oubliant la réponse de la moitié de la question. Donc, tu fais bien de me recentrer. Donc, effectivement, dans l'immobilier, il y a deux moteurs de performance. Il y a les dividendes dont on a parlé et il y a également les plus-values. Les plus-values, c'est l'augmentation de la valeur du bien ou la diminution de la valeur du bien. Alors, il faut savoir qu'une SCPI a l'obligation de faire une expertise du patrimoine en quinquennale approfondie et une expertise annuelle totale du patrimoine. Et en réalité, les valeurs d'expertise en fonction des différentes classes d'actifs, si je parle sur le bureau, globalement, les valeurs d'expertise, c'est l'épaisseur du trait. Elles ont été sensiblement équivalentes à 0,0x%. Alors, je vais en profiter, Christian, justement, pour soumettre un petit sondage, si tu permets, avant que tu donnes la réponse. Justement, d'après vous, les valeurs, donc là, je vais le soumettre, donc d'après vous, les valeurs de part de SCPI vont-elles baisser dans les prochaines années? Donc, est-ce que vous le voyez ou pas? J'ai soumis le vote. Alors, attendez. Hop. Normalement, c'est bon. Vous le voyez ou pas? Alors, attendez. Oui, c'est bon. Parfait. Les votes qui tombent. C'est 2 tiers, 1 tiers pour l'instant. Voilà. Ah, ça se rapproche. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est très serré. On est à 60-40. 60-40, on le l'a en live, Christian. Bon, très bien. Alors, on finit à 65-35. Donc, vas-y, je te laisse continuer à répondre. Donc, plutôt, 65. C'est vraiment 60-40, c'est plutôt non. Donc, le 60% va plutôt vers le non. Donc, je te laisse répondre. On va dire que c'est une bonne nouvelle. Oui, je parlais des valeurs. Les valeurs d'expertise ont dans l'ensemble, hormis un secteur d'activité immobilier, se sont quasiment toutes maintenues, voire ont augmenté. Ce dont on parle le plus dans la presse en ce moment, c'est l'immobilier de bureau. On est en train d'assister à une fracture sur les valeurs d'expertise, sur les petites entreprises ou sur les grandes entreprises. Les petites entreprises, c'est vital pour eux, elles ne peuvent pas baisser le nombre de mètres carrés, sinon l'entreprise perd son âme. Les très grosses entreprises où il y a des milliers de salariés étaient eux-mêmes déjà organisés avec le télétravail, avec le RTT. Ils avaient déjà une journée de télétravail, ils avaient des RTT en plus. Les choses qu'on voit dans les nouvelles constructions qui arrivent sur le marché, c'est qu'ils avaient déjà organisé leur structure avec plus de surface de convivialité, avec des recloisonnements qui vont arriver des bureaux. Ça veut dire que si les gens viennent moins, ils auront besoin de se voir plus en réunion ou dans des surfaces de convivialité. Et quand ils seront au bureau, ils auront la volonté, pour des raisons sanitaires peut-être, de vouloir avoir des bureaux qui soient plus fermés. Et donc, on était passé à des bureaux fermés, à des open space. Il y a certainement un retour en arrière qui va s'opérer. Je vois, là, chez nous, on a un open space. On a un grand bureau qui doit faire 150 mètres carrés, dans lequel il y a 8 personnes. On va passer à 6, on va tout recloisonner. Et donc, du coup, pour la même surface, on va avoir moins de personnes, mais on garde la même surface. Mais à côté de ça, il nous demande plus de salles de réunion. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que l'immobilier, malgré tout, c'est un bien qui est vivant. Et la force de la SCPI, c'est
d'avoir cette capacité en permanence à accompagner cette vie et ces habitudes de vie. Donc, pour revenir à la valeur de la part, la question qui m'a été posée par l'autre Christian, il y a des valeurs d'expertise. Ces valeurs d'expertise, la société de gestion de SCPI, qui bien sûr est contrôlée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ne doit pas s'écarter de plus ou moins 10% de cette valeur. Donc, ce que l'on constate, hormis 2-3 SCPI, sur les 100 et quelques, c'est qu'il n'y a aucune SCPI qui a des cotés. Donc, tu veux dire par là que c'est très, très contrôlé, si je me permets, c'est très, très contrôlé. Donc, la valeur, entre guillemets, des SCPI n'est pas faite au doigt mouillé. On est bien d'accord. Aujourd'hui, c'est sur du factuel, c'est avec des expertises. Et donc, quand on donne une valeur aux investisseurs, elle est basée sur quelque chose de vraiment factuel avec un contrôle de l'autorité des marchés. C'est bien ça? C'est exactement ça. Dans SCPI, il y a P qui veut dire placement. En fait, une SCPI, c'est juste une SCI qui fait appel public à l'épargne. Et dès qu'on met le mot placement, on dit réglementation, on dit l'AMF, entre nous, on l'appelle le flic de la finance. Oui. Et le flic de la finance, il n'est pas là pour dire il faut faire ça ou ça, il est là pour vérifier à ce que tout le monde respecte la loi. Et comme dans une SCPI, c'est un grand nombre de personnes qui ne se connaissent pas, qui mettent en commun leurs moyens pour acheter un gros patrimoine, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec 10 000 euros, quand on achète une part d'immurante, on a fabriqué tous ces gens qui ont mis 10 000 ou 1 000 ou 100 000 euros, ça leur a permis d'acheter un patrimoine dans lequel il y a 3 milliards et dans lequel il y a 2 000 locataires. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vérifie à ce qu'il n'y ait pas de malversation, est-ce que l'équité soit vérifiée et soit respectée entre tous les porteurs de table. Donc, il y a l'AMF qui s'en mêle. Et pour la valeur de part, on ne peut pas faire autrement que de s'écarter de plus ou moins 10% de la valeur de part. Mais, malgré tout, sur la valeur de part, il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est la liquidité. Et là, c'est la liquidité. Et en fait, une SCPI, on peut dire que d'un point de vue théorique, c'est un peu comme une maison, même si la maison vaut 1 million. Si on a vraiment besoin du million et qu'on ne trouve pas d'acheteur, on va peut-être la vendre 950 000. Oui. Et donc là, la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et la demande. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc tout ça est également régulé par l'AMF, d'où l'intérêt de souscrire des SCPI qui sont plutôt présentés et proposés par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et qui, dans l'ensemble, on ne souscrit pas au guichet de la banque. J'ai rien contre les guichets de banque, mais en fait, en général, quand on va voir un conseiller, comme il est indépendant, il va choisir, un fonds, un support, une classe d'actifs, une SCPI, un OPCVM, un contrat d'assurance vie. En fait, il fait du conseil. Il ne fait pas de la vente de masse. À partir du moment où on fait du conseil, on propose un produit, comme on est indépendant, qui correspond aux besoins du client. Et je pense que la raison pour laquelle les conseillers existent aujourd'hui, c'est tout simplement, en réalité, que tout le monde a oublié que ce n'est pas de l'argent qu'on place, c'est qu'on confie un projet de vie. Et donc, quand on confie de l'argent, ce n'est pas de l'argent, c'est le fruit soit du travail, soit de l'argent qu'on a mis de côté parce qu'on prépare un peu de capital pour payer l'étude de ses enfants dans 10 ans ou parce qu'on prépare sa retraite. Et donc, ces CPI qui sont proposés par des conseillers en gestion de patrimoine, dans 99% des cas, ont toujours été liquides et le marché secondaire n'a jamais été bloqué parce qu'ils étaient bien présentés, bien proposés. En fait, elles étaient conseillées et pas vendues, si je peux m'exprimer de cette manière-là. J'entends. Mais donc, pour toi, pour revenir juste au premier sondage, si je me permets, la valeur donc pour toi justement des SCPI, après je vais reposer justement la deuxième question justement sur le sondage, mais donc pour toi la valeur des parts, vu que c'est quand même très réglementé et que ça a été résilient sur 2020, ce que je comprends au vu de ce que tu nous en dis, c'est que selon toi la valeur des parts n'a peu de risque de baisse en fait aujourd'hui. Alors, pour moi, il n'y a pas de risque de baisse, sous réserve. Oui. Sous réserve, on est bien d'accord, que, je dirais, les SCPI en question soient proposées à bon escient. Si elles sont proposées à bon escient, les clients ne sortent pas. Comme ils ne sortent pas, et même qu'ils continuent à arriver, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand on achète une part de SCPI, on est propriétaire du patrimoine passé et du patrimoine futur. On est bien d'accord. Oui. Si dans le patrimoine passé, on peut envisager
que momentanément, il y ait une baisse des valeurs d'expertise. On peut l'envisager, ce n'est pas les gérants de SCPI qui font la conjoncture immobilière, sanitaire, financière, économique. Mais si jamais ça arrive et qu'on a un bon taux de recouvrement des loyers, la valeur de la part, comme la part a bien été conseillée, les gens ne sortent pas. Et en même temps, comme on continue à distribuer, comme on a fait cette année, des bons dividendes, qu'est-ce qui va se passer? Les gens se réfugient sur des produits tangibles. Je parlais de valeur refuge. Et là, ce qui s'est passé en 2020, c'est que malgré tout, on a bien collecté toutes les CPI confondues. Et au lieu d'investir au fil de l'eau, Oui. on a un peu attendu parce qu'on Oui. avait, comme je le dis, on ne fait pas la conjoncture. On était un peu inquiet de savoir si les marchés de bureaux, de commerce, l'hôtellerie a décroché, c'est certain. Mais ça veut dire quoi que l'hôtellerie a décroché? Des Ça veut dire opportunités. qu'on voit arriver un petit peu pour l'instant, on ne sait pas pour combien de temps, des gens qui ont besoin de vendre leurs biens immobiliers d'hôtellerie. Oui, donc des opportunités. Donc des opportunités. Et donc, si jamais le produit est bien conseillé et que le client, ça correspond à son besoin avec l'horizon qui correspond, même si la part n'augmente pas cette année, ni l'année prochaine, mécaniquement, comme on a un locataire à l'intérieur avec un bail sur du long terme, si on achète aujourd'hui l'immobilier un peu moins cher, on va mécaniquement maintenir un niveau de part, voire même se générer des plus-values pour l'avenir. Et ben là, j'ai envie de te dire, Christian, tu me fais faire une transition parfaite. C'était justement la perspective immobilière sur tout ça. Et parce qu'après, derrière, on va pouvoir parler de tout ça. Je vais juste poser avant le sondage, si tu le permets. Le sondage sur justement, donc par rapport à ça, s'il veut bien, mon logiciel, veuillez m'excuser. Alors, attendez, tac, tac. Voilà. Alors, hop, non, il ne veut pas. Attendez, hop. Non, ça ne veut pas, il ne veut pas me le soumettre. Alors, c'est, hop, voilà, ça y est, c'est les joies du direct. Alors, donc, c'était selon vous, donc c'était par rapport à ça, selon vous, la SCPI est-elle un investissement long terme? Alors, voilà, j'ai petit à petit les réponses qui vont. Donc, c'est 100% de réponse pour oui. Donc, par rapport à ça, moi, non, j'ai une personne qui me dit non aujourd'hui, mais autrement, j'ai quasiment 2 personnes, mais j'ai quasiment 100% de réponse positive sur le sujet. Donc, par rapport à ça, tu parlais de l'hôtellerie, donc justement, donc, par rapport aux opportunités, donc, si tu peux continuer sur ça et les perspectives, justement, ce que tu en penses par rapport aux perspectives actuelles sur le marché du commerce et du bureau aussi, parce que j'ai des questions sur le sujet. Beaucoup sont inquiets par rapport aux problèmes de vacances locatives, en l'occurrence sur les bureaux. Donc, tu nous as expliqué que ça va se bouger parce que l'immobilier est vivant, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Vous en dire un petit peu plus. Pour l'instant, on a recouvré un peu plus de 90% des loyers facturés. Donc, comme on n'a pas, dégradé la performance, globalement, on n'est pas inquiet. On pourrait être inquiet sur le télétravail. On est bien d'accord, on pourrait être inquiet là-dessus. Et donc là, on en revient au… Je parlerai après de l'aspect psychologique des salariés qui travaillent dans des bureaux. Globalement, on se rend compte les valeurs d'expertise l'année dernière ont été à la hausse sur les immeubles qui étaient déjà structurés, ont été à la hausse, assez étonnamment, sur des immeubles où, par exemple, il y avait plusieurs ascenseurs, où il y avait plusieurs portes d'entrée dans l'immeuble différentes, où chaque entreprise n'était pas obligée de croiser l'autre. Oui, en fait, c'est ça, c'est que c'était adapté. Donc, comme tu disais, l'immobilier vivant, c'est adapté. Il faut s'adapter justement aux nouvelles normes sanitaires, entre guillemets. Aux nouvelles normes sanitaires. Et en plus, les entreprises ou les immeubles, plutôt que les entreprises, qui ont cette capacité à se scinder, à avoir des mètres carrés qui diminuent ou qui grossissent assez facilement en fonction de la vie des entreprises, peuvent s'adapter en permanence à la nouvelle manière dont les entreprises
vont se gérer. Contrairement aux anciennes tours de la Défense, où le matin, on voit 5000 personnes entrer via l'accès nord et via l'accès sud, parce que c'est comme ça qu'on dit à Oui, la comme Défense, ça, la c'est un Défense, peu oui. terrifiant, et sur lequel il y a une batterie d'ascenseurs où tout le monde s'engouffre, etc., alors qu'elles ne peuvent même pas reprendre aujourd'hui leur activité si jamais elles ne sont pas structurées et organisées pour avoir des flux bien différenciés. Mais justement, donc pour rassurer nos clients, j'ai envie de dire, Efimo, pour la cité, qui est plutôt celle de bureau, est peu aujourd'hui enclin sur des immeubles de la Défense. Rassure-nous sur le sujet, vu que… Non, on peut dire que c'est en dessous du pourcent ce qu'on a à la Défense. Voilà, parce que ça, c'est une question qui nous est posée souvent. Donc c'est pour ça, parce que bureau, tout de suite, on voit la Défense. Mais on en a quand même, mais qui sont plutôt des bureaux en périphérie de la Défense, qui ne sont pas des tours, on va dire. Oui. Parce qu'on en revient toujours à la même chose. Une des valeurs du bureau aujourd'hui, c'est le moyen d'accès. Oui. Et donc, la Défense, il y a une convergence, je dirais, de transport et en commun et individuel qui va s'améliorer d'une manière importante sur des moyens de transport individuels de type vélo. Ce qui est un truc qui est assez incroyable, si vous voulez. Ah oui, parce que la Défense, j'aurais pas cru, tu vois, comme ça. Il y a, par exemple, sur la Défense, il y a le problème du pont de Neuilly. Et il y a le problème de l'esplanade. Alors, on parle de trucs très concrets, là. Oui, du factuel, j'entends bien. Il y a un projet en cours qui consiste, il y a déjà une espèce de serpentine qui passe au-dessus et qui longe la Défense, etc., et qui rattrape le pont de Neuilly. Là, il y a un projet en cours d'un deuxième, mais qui puisse accepter les vélos après quand ils arrivent sur l'esplanade. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite, mais ce projet-là laisse augurer, je dirais, une nouvelle manière de se déplacer, de se rapprocher de son bureau. Et donc, du coup, qui correspondra plus aux nouvelles habitudes de consommation. Et donc, on en revient encore au fondamental, je dirais, l'emplacement. Si l'emplacement est bon, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui s'est toujours passé. Ben, le local va être transformé, va être amélioré, va être aménagé pour accueillir la nouvelle manière dont on veut vivre à l'intérieur. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une dévaluation de l'actif. On est bien d'accord, en fait. Et ça risque d'être le contraire. Oui, plutôt. Mais il faut le temps. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des travaux qui vont être faits. Et ceux qui vont faire des travaux vont donner beaucoup plus de valeur au bien parce que tout le monde n'a pas les moyens de faire les travaux. Surtout ceux qui ne sont pas propriétaires des locaux au travers d'une SCPI. Mais celui qui est propriétaire du local tout seul, individuellement, il faut qu'il ait les moyens de rénover. Oui, alors qu'une SCPI a les moyens. Il y a 2000 locaux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle provisionne tous les ans une partie des loyers des 2000. Mais on n'a pas des travaux à faire dans les 2000. On en prend une partie, on fait les travaux cette année. Et donc, du coup, il y a suffisamment de moyens pour se mettre aux normes, d'abord aux normes techniques obligatoires qui changent en permanence, et aussi aux nouvelles normes qui font qu'on a envie d'aller dans les bureaux ou pas. Donc, en fait, tu es en train de nous dire que c'est très sécurisant d'être dans des SCPI parce que justement, il y a cette mutualisation, entre guillemets, justement des frais ou des choses comme ça, et une mise à jour permanente qui va pouvoir, j'ai envie de dire, compenser les problématiques liées futures probables. Pour résumer ma pensée, alors après on a le droit de ne pas être d'accord avec ça, c'est que n'oublions pas, quand on achète de la SCPI, c'est de l'immobilier. Mais en fait, on mutualise tous les risques dans l'immobilier et on s'enlève les contraintes et les soucis. D'accord? Et on gomme une partie des inconvénients quand on achète des parts de SCPI. Et du coup, sur la SCPI, comme la SCPI loge des gens qui doivent avoir une activité et qui vivent à l'intérieur, s'il n'y a plus ces locaux, que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer ce qu'il y a de pire. Je caricature et je dresse un trait très très noir. Volontairement, ça reste une caricature qu'on se mette d'accord. S'il n'y a plus d'activité, ça veut dire qu'il y a un crack, il y a une crise, il y a un vrai problème. Mais qu'est-ce qui va rester à la sortie du problème? Des biens tangibles? Oui, toujours. On est d'accord, on y revient toujours. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais les entreprises disparaissent,
où va-t-on mettre l'argent? Sous son matelas, mais l'argent ne vaudra plus rien. Qu'est-ce qui va rester quand l'activité redémarre? Eh ben, c'est des locaux. Parce que les gens ont besoin de se loger, ont besoin d'avoir un endroit où travailler, ont besoin de se retrouver. Parce que quand on parle du bureau, là, je parlais juste de l'aspect technique, mais si on regarde toutes les études qui sont faites, et nous-mêmes on le vit dans nos entreprises, les salariés n'en peuvent plus de ne pas savoir s'ils sont chez eux, s'ils sont au travail, et si en plus de ça, avec le couvre-feu, quand 7 heures arrivent et qu'ils ont fini de travailler à 18h, 18h30, qu'ils ont récupéré leurs enfants et qu'ils sont enfermés chez eux, ils ne savent plus où ils sont. Ils n'ont plus de vie sociale. Et ils demandent aujourd'hui de revenir au travail. Il n'y a jamais eu autant de dépression depuis que les gens ne sont plus harcelés au bureau. Oui, parce que c'est vrai qu'au début de la crise, tout le monde disait, enfin surtout la presse, hein, sans vouloir la presse écrite et orale, hein, disait ça y est, l'immobilier de bureau, c'est terminé, etc. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une vraie résurgence d'un besoin de lien social et que les gens demandent à revenir au bureau. Voilà. Alors, le seul vrai sujet qui va se poser sur le télétravail pour un certain nombre d'entreprises, de notre point de vue, hein, et les différentes études qu'on a commandées, c'est qu'en fait, les entreprises qui n'avaient pas du tout mis le télétravail au sein de leur relation avec leurs salariés, risquent de conserver, et je dis bien risque parce que moi je suis contre, hein. J'aime bien voir les gens et je pense qu'entre deux portes on se dit tellement de choses. Je suis d'accord avec toi. On règle tellement de problèmes en dehors des réunions. Je pense qu'on risque tous d'installer une journée de télétravail par semaine. Oui, ça, oui, je pense que ça va être la norme, entre guillemets, ça risque d'être la norme. Mais comme tu disais, de toute manière, on va être plus vers des bureaux fermés, donc on va revenir, l'immobilier va se transformer, mais ne va pas disparaître, le bureau. Exactement. Et ça existe déjà dans les grandes entreprises. Moi, dans ma famille, j'ai des gens qui travaillent au Crédit Agricole, ça fait des années qu'ils travaillent 2 jours chez eux par semaine. Et je ne parle pas des RTT. Donc les locaux sont déjà organisés. Mais à contrario, maintenant, on voit des campus arriver, quoi. Enfin, je veux dire, on voit des tas de choses où il y a une telle vie, il y a des tables de ping-pong, des baby-foot. Je veux dire, il y a des endroits où on peut se reposer pour discuter dans des fauteuils avec un bar où il n'y a pas d'alcool, d'ailleurs. Non, mais je dis ça en plaisantant, mais ce n'est pas une plaisanterie. On essaie de recréer des lieux de vie ou des lieux de convivialité parce qu'ils ont disparu. Et ils disparaissent encore plus aujourd'hui. Ben forcément, oui. En plus, avec toutes les contraintes sanitaires qu'on a à l'heure actuelle, les gens ont vraiment besoin de donner du sens et besoin de lien social. C'est certain. Ok, ben donc je pense que par rapport à ça, on a pu faire le tour, à part si tu avais des choses à rajouter par rapport à la perspective immobilière, justement, du commerce et du bureau. Ça, je pense que tu nous as répondu entre le commerce avec justement, qui c'est quand même, il y a plein de secteurs qui se sont bien portés, et le bureau, forcément, qui va s'adapter. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose sur le sujet ou justement, tu penses en avoir fait? Juste sur le commerce, oui. Ça fait déjà 30 ans. Moi, ça fait depuis 87 qu'on fait du commerce. Hein. Oui. Ça fait déjà 30 ans que le commerce ne cesse d'évoluer. Oui. Je veux dire, on avait des boutiques de centre-ville, des petites boutiques. Il y a la grande distribution qui a explosé il y a une vingtaine d'années et qui aujourd'hui revient en centre-ville. Il y a Internet qui est arrivé, qui a développé toute une activité de boutique pour épauler, Internet. Je prends souvent l'exemple de la FNAC ou d'Aramis, pour ne pas citer de nom. La FNAC n'a jamais utilisé autant de mètres carrés physiques que depuis qu'elle fait Internet. On trouve des FNAC dans toutes les gares ou dans tous les centres-villes, sauf qu'au lieu d'avoir des paquebots qui font des milliers de mètres carrés, c'est des unités de 100 mètres qui est un peu partout, où les gens viennent chercher leurs colis, viennent déposer des trucs à réparer, viennent acheter un truc supplémentaire, en prennent un deuxième à l'étalage quand ils prennent le train, etc. Aramis, qui est le leader européen de la voiture, je dirais, quand il est arrivé à sa première session de 3 ans de fin de leasing ou de location longue durée, s'est retrouvé avec des clients qui ne savaient pas quoi faire de leur voiture d'occasion. Si vous voulez leur revendre des voitures, il fallait qu'ils créent un service occasion. Donc, ils ne cessent d'acheter des mètres carrés et de bureaux avec en dessous des parkings qui, à l'époque, n'avaient pas de valeur, parce que ça valait pas cher un parking, pour créer un marché d'occasion, pour faire toutes les transactions et pour avoir des bureaux pour gérer les papiers. Et donc, du coup, ces gens qui étaient des pure players, en fait, on s'est rendu compte que l'un aidait l'autre, mais que les locaux étaient utilisés d'une manière différente, sans parler de la logistique qui est en train d'arriver.
C'est toujours donc, pour résumer, de l'adaptabilité, on est bien d'accord. Et justement, quand on est dans une SCPI, ça permet d'être plus adaptable parce qu'on peut faire face aux frais, en fait, alors que si on est seul, c'est de suite plus compliqué. Je vais faire un dernier petit sondage, disons l'avant-dernier. Donc, je vais vous soumettre. Selon vous, les rendements des SCPI vont-ils baisser dans les prochaines années? Parce qu'on a parlé des parts, de la valeur des parts, et là maintenant, c'est le rendement, le loyer. Selon vous, va-t-il baisser? Tu nous as éclairé quand même sur pas mal de choses, donc on va voir justement ce qui va être répondu. Donc, là, j'ai une grosse partie de personnes qui pensent, donc 70%. 60-55, non, ça bouge un peu. La grande majorité, tu penses que non, ça ne va pas baisser. Donc ça, est-ce que tu peux, parce que tu nous as commencé à nous répondre sur le sujet, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Alors, on a parlé de la valeur et maintenant plutôt les rendements, les loyers. Je vais y mettre une petite nuance, même si les gens qui nous écoutent disent qu'ils pensent que ça ne va pas baisser. Il faut savoir que les revenus, donc les rendements des SCPI, n'ont, dans l'ensemble, depuis 25 ans ou 30 ans, jamais baissé. Par contre, quelqu'un qui achète aujourd'hui une SCPI, en moyenne, ça lui a rapporté du 4,18 l'année dernière. Il y a 10 ans, ça lui a rapporté plutôt du 6,50. Donc, en pourcentage, comme les valeurs de part augmentent, les loyers diminuent un petit peu, mais globalement, le montant du loyer en euros des sommes perçues n'ont jamais baissé. Et je ne vois pas comment un loyer peut baisser aujourd'hui. Il y a des locataires qui renégocient leur loyer. Oui. Mais c'est encore une fois, ils les renégocient. D'ailleurs, quand on dit que sur les SCPI l'année dernière, on a recouvré la totalité des loyers, l'avantage de la SCPI, ceux sur lesquels on n'a pas recouvré les loyers, on les a aménagés quand ils avaient cette capacité à montrer, à prouver que c'était des bons gestionnaires et que ce n'est uniquement la crise du Covid qui les a impactés. On a réaménagé les loyers, on les percevra dans la suite. Donc, tu es en train de dire, Christian, on est bien d'accord, que je résume bien, que le loyer en physique, c'est-à-dire un commerce, on va prendre une Fnac, peu importe, le loyer n'a jamais baissé. C'est juste la valeur de l'immobilier, donc la valeur comme la valeur d'un appartement, qui, elle, en augmentant, a fait baisser le rendement forcément, on est bien d'accord, le rendement forcément par rapport au loyer. Mais le loyer, lui, par contre, n'a pas bougé. On est bien d'accord. Il n'a jamais baissé. Et il faut bien comprendre que quelqu'un... Je vais encore prendre le cas d'Immorente, mais on peut le faire sur toutes les SCPI à 99%. Quelqu'un qui a acheté une part de SCPI il y a 10 ans, qui s'appelle Immorente, aujourd'hui, il perçoit, par rapport au prix auquel il a acheté la part à l'époque, à peu près du 6%. La même personne qui achète la même SCPI aujourd'hui, comme elle a acheté la part plus chère, elle perçoit le même niveau de loyer, mais en pourcentage, il est moins important puisque la part, elle a acheté plus cher. Mais ça veut dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, elle se retrouvera dans la même situation, et voire même, si jamais l'immobilier se mettait à baisser, on va acheter de l'immobilier moins cher, donc avec un niveau de sécurité supérieur, en termes de recouvrement de loyer, voire même de baisse instantanée des loyers. Comme l'immobilier, c'est un placement à long terme, on peut penser que tant qu'on encaisse les loyers, même si la valeur de part monte ou baisse un petit peu, sur du long terme, on n'a jamais vu baisser. Je vais juste terminer par une petite anecdote. Les premiers bureaux qu'on a achetés à Sofidy, pour Immorente, on les a achetés boulevard de Montparnasse, à côté de la Coupole. Oui, je vois bien. C'était des bureaux en arrière-cour. C'était en 89. On a trouvé ça très cher. C'était 5 000 francs du mètre carré. Ah oui, ça fait rêver aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, et à l'époque, et au jour d'aujourd'hui, on regrette quasiment toujours des affaires sur lesquelles on a hésité parce qu'on trouvait que c'était un peu trop cher. Et on se rend compte que 3 ou 4 ans après, si l'emplacement est bon, même si le locataire est défaillant, ça nous permet de retrouver un autre locataire où on pourrait louer plus cher ou réaménager.
Comme tu disais, tes 3 critères. L'emplacement, voilà. l'emplacement. Ça, on est bien d'accord sur Et l'immobilier. l'immobilier, ça reste quand même un bien qui est corrélé à l'activité économique. Si l'activité économique va bien, on aura des bons locataires. Et si l'activité économique va mal, soit on met son argent sous son matelas, Oui. soit on la met dans des biens tangibles qui sont sécurisés. D'accord, très bien, merci. Sur ça, donc je pense que là, par contre, on a pu faire à peu près le tour. Sur les perspectives, je pense que là-dessus, c'est assez clair. Donc là, ce que j'aimerais qu'on puisse aborder, c'est un petit peu plus donc sur les SCPI thématiques. Donc, on a commencé là à parler du bureau du commerce, mais il y a d'autres aujourd'hui thèmes qui sont. Tu as commencé à nous en parler, par exemple, avec l'hôtellerie. Donc, par rapport à ça, ton point de vue, qu'est-ce qu'il y a les émergences, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui fait que les SCPI thématiques commencent à fleurir de plus en plus? Alors, il y a plusieurs thématiques qui sont en train d'apparaître, mais qui sont directement corrélées à la manière dont aujourd'hui on commence à vivre, qui est différente de celle d'hier. Il y a un premier sujet qui est la santé. Hein. Oui, clairement. Il y a un premier sujet qui est la santé. Il y a un deuxième sujet qui est la logistique. Ce dont on a parlé, les data centers, pour ne pas les citer, les Amazon ou les choses comme ça, on est d'accord? Et la boutique du dernier kilomètre qui souvent sont des entrepôts. Autrefois, par exemple, les sous-sols ne valaient rien. Aujourd'hui, dès qu'on a un immeuble avec un sous-sol qui fait plusieurs centaines de mètres carrés, des Amazon, des Carrefour Market, et tout ça, les louent à des prix incroyables parce que ça leur permet de stocker et d'envoyer, je dirais, un coursier pour aller les chercher, pour les livrer aux gens de l'immeuble d'à côté. C'est assez incroyable. C'est bien qu'ils ne valaient rien, aujourd'hui valent très cher. Ils sont devenus très rares. Donc il y a la santé, il y a la logistique, il y a l'hôtellerie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'hôtellerie, c'est quand même une tendance de fond. C'est une tendance de fond parce que les gens voyagent de plus en plus. Oui. Et pire que tout, dans un pays comme le nôtre, si on leur disait vous n'avez plus le droit d'aller à l'étranger, je veux dire, il y aurait une explosion de l'hôtellerie, je dirais, touristique au global, parce que les Français, il y a des tas, la France est un pays à visiter qui est assez extraordinaire. Et donc, du coup, en ce moment, on voit malheureusement, je dirais, le marché de l'hôtellerie en France est assez incroyable, parce qu'il y a à peu près 45% du marché de l'hôtellerie qui est encore aujourd'hui tenu par des indépendants. C'est-à-dire que ce n'est pas le groupe Accor, pour résumer. D'accord. Okay. Donc, ces indépendants-là qui ont travaillé dur, parce que souvent ils travaillent le jour, la nuit ou avec leur famille pour tenir l'hôtel, plus quelques salariés, qui ont bien réussi, on peut dire, financièrement. Eh ben, aujourd'hui, ils sont soit épuisés de ce qui se passe, soit veulent cristalliser, c'est-à-dire récupérer le fruit du travail, soit sont en difficulté quand ils ne sont pas propriétaires des murs. Parce que depuis 1 an et demi, il n'y a plus de chiffre d'affaires et comme c'était leur salaire qui arrivait derrière, ils peuvent être en difficulté. Et donc là, on voit qu'il commence à arriver sur le marché des opportunités de gens dont l'hôtel tournait très bien, mais où pour payer le loyer, ils se disent bah, autant que je vende le bien immobilier ou autant comment dire, que je vende mon fonds de commerce. Et donc là, on voit les grands faiseurs de l'hôtellerie qui sont en train de structurer et de s'organiser, comme ça s'est fait sur les EHPAD. Oui, comme ça s'est fait sur la santé. Hein, comme ça s'est fait sur la santé. Nous, à Sofidy, on ne voulait pas aller sur le marché de la santé parce que c'était un marché hyper spécialisé où le premier critère, c'était la qualité du gestionnaire. Et oui. Je veux dire, si le gestionnaire ne connaît pas bien son métier, ce n'est pas rentable, mais en plus de ça, il perd les agréments. Et comme en France, il y a beaucoup d'assistés et que tout est pris en charge par la sécurité sociale ou par l'État, un grand nombre de choses, globalement, s'il y a perte d'agrément, c'est compliqué pour un locataire d'une EHPAD de payer. Donc sur la santé, il faut un vrai savoir-faire, on est d'accord? Il faut un vrai savoir-faire. Sur la santé, il faut un vrai savoir-faire. Sur l'hôtellerie, donc là, comme tu me dis, hôtellerie, il y a des opportunités. Et quid des SCPI européennes aujourd'hui les SCPI européennes, ouais. c'est encore un autre sujet. Elles se sont développées de mon point de vue, encore une fois, pour 2 raisons. D'une part, en France, il y a une telle
un tel amour pour l'immobilier en France et un tel peut-être désamour pour les produits financiers. On n'a pas de culture financière réellement comme les anglo-saxons Non, clairement. sur les valeurs mobilières. Ce qui fait que depuis la crise de 2008, il y a de plus en plus de personnes qui veulent acheter de l'immobilier au travers de SCPI parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment la solution facile. Où il y a le meilleur rapport rentabilité-sommeil pour avoir de l'immobilier sans les soucis. On dort bien quand on achète de la SCPI, on n'a pas le problème de la fuite d'eau et du reste, hein, je dirais avec les locataires ou du défaut de paiement puisqu'on a des milliers de locataires. Donc du coup, il y a eu un tel engouement que ça devenait compliqué de continuer à trouver des biens qui répondent à nos critères d'acquisition. En plus de ça, comme il y a de plus en plus de gens qui investissent, on a décidé globalement, toutes les sociétés de gestion, de se dire mais il n'y a pas qu'en France qu'il y a des bons biens immobiliers et des économies ne fonctionnent bien, mais pas forcément au même rythme, au même moment. Donc, aller chercher de l'immobilier dans des pays comme l'Allemagne, comme la Hollande, voire comme la Belgique, voire comme le Danemark, ce n'est pas forcément un non-sens, d'autant plus que fiscalement, il peut y avoir un vrai intérêt. Puisque la notion d'imposition sur l'immobilier n'est pas la même dans tous les pays. Et en dehors de ça, c'est pour ça qu'il faut, de mon point de vue, traiter avec qu'on va acheter des parts de SCPI et qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. En dehors de ça, il y a des tendances de fond sur l'évolution du marché immobilier qui font que on voit bien que la logistique, c'est également très structuré. Avoir un véhicule diversifié de type FIMO, Immoran, PFO, etc., ça a du sens pour une partie de son bien immobilier, mais si ensuite on a des convictions, on peut très bien aller acheter un peu de logistique ou aller acheter un peu d'hôtellerie pour demain. On peut exacerber certaines tendances en se disant que l'horizon n'est pas le même. Et donc, du coup, on a un socle qui est une SCPI diversifiée et derrière, on peut aller chercher certaines tendances. Je pense peut-être pas l'année prochaine, mais que quand on aura réglé les problèmes d'organisation sanitaire et que le tourisme aura repris, ça ne sera pas idiot d'anticiper un tout petit peu, de mettre pour 5% ou 10% une SCPI hôtelière, ou voire même de prendre une SCPI de santé, mais pas forcément en France. Non, on entend bien. Parce que la santé, c'est pas qu'en France. Ah ben non. C'est dans d'autres pays. Et dans d'autres pays où les gens sont prêts à payer très très cher. Ou des pays qui sont plus vieillissants que la France, par exemple. Donc, il y a toute une série de choses. Et sur les SCPI même de bureau, il faut commencer à réfléchir sur tout l'aspect, ISR ou environnemental. Je parlerai après du viager. Parce que j'allais te poser la question, il y a le viager aussi, par rapport à ça, avec une population vieillissante qui veut rester chez elle. Il y a aujourd'hui des projets de SCPI climatique. Alors, les projets, il y a des projets SCPI ou SCI qui fait appel public à l'épargne. D'ailleurs, tiens, c'est une bonne question. C'est quoi pour la différence? On me pose souvent la question, donc ça peut être intéressant de la demander à un homme de l'art. La différence entre SCPI et, je rebondis, et SCI, justement, ou PCI, c'est quoi donc par rapport à ça? Alors, la différence? La SCI, c'est une société civile immobilière. La SCPI, c'est une société civile immobilière, et comme je le disais tout à l'heure, l'EP, c'est 2 placements immobiliers. Et comme on dit placement et qu'on fait appel public à l'épargne, et dans une SCI, c'est des gens qui se connaissent, qui investissent ensemble. Donc, c'est eux qui font les statuts, d'accord? Dans une SCPI, les statuts, c'est l'AMF qui les donne. Et pour donner un exemple, dans une SCI, les associés se mettent d'accord entre eux pour fixer la valeur de la part. Dans une SCPI, l'AMF dit non, c'est un expert indépendant agréé qui vient et vous ne pouvez pas vous écarter de plus ou moins 10. Dans une SCI, s'il y en a un qui veut vendre ses parts, il s'arrange avec son voisin, il peut les vendre plus cher, moins cher, enfin il fait comme il veut, d'accord? Dans une SCPI, par exemple, on a l'obligation de tenir un registre de cession de parts et on sert en priorité d'une manière chronologique les gens qui ont demandé à vendre leur part, quel que soit. Si quelqu'un met 10 parts à vendre et puis 6 mois après, il y a quelqu'un qui met 1 million de parts à vendre ou 15 jours après, etc., on sort
que ce soit le plus petit, le plus gros, le plus connu, le moins connu, ce registre de cession de parts est un livre ouvert qui est tenu à disposition du public. Ouais. Donc, la différence, c'est l'appel public à l'épargne. Comme les gens ne se connaissent pas, il y a l'AMF qui vérifie tout. Par exemple, dans une SCPI, il y a une comptabilité annuelle. Il n'y a même pas d'obligation en fonction de la taille de la SCI d'un commissaire aux comptes. Dans une SCPI, on a l'obligation de 5 commissariats aux comptes dans l'année. Il y en a 4 trimestriels et il y en a un annuel. Avec à chaque fois une assemblée générale, avec à chaque fois des conseils de surveillance, etc. etc. C'est ça le P. Le P, c'est respect de l'équité entre tous les porteurs de parts, avec l'obligation d'être libre ouvert. Je vais donner un exemple tout bête. Dans une SCPI, on a l'obligation dans nos documents de choisir, de soumettre la taille et la couleur des documents que l'on envoie ou avec lesquels on fait de la pub ou du marketing. On doit les soumettre avant à l'AMF. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'écrire en tout petit. D'écrire en gros la performance. Tout est calibré, tout est vérifié. Et ça, j'entends bien. Et on me pose une question, toujours Christian, donc, qui me pose une question. La différence sur les SCPI, il y a deux différences. C'est capital variable et capital fixe. C'est quoi la différence justement entre les deux? Alors, une SCPI à capital fixe, quand elle est ouverte, je vais vous prendre un exemple. Elle est ouverte et on dépose à l'AMF une ouverture qui nous autorise à collecter jusqu'à un seuil qu'on a déterminé. Par exemple, on prend une SCPI qui s'appelle Immorum 2, qui n'a rien à voir, elle est à capital fixe et en assemblée générale, les associés ont décidé, donné leur accord pour qu'on la fasse grossir jusqu'à 100 millions. Okay ? Quand on a atteint les 100 millions, on est obligé de la fermer. Et ensuite, il faut qu'on redemande à l'AMF et en Assemblée générale si on doit la réouvrir et jusqu'à quelle taille. C'est ça, en fait, c'est des montants de capitaux d'investissement au maximum, en fait, c'est ça. Alors, l'avantage que ça permet réellement de piloter d'une manière un petit peu plus fine la collecte. Et donc, c'est souvent dédié à des SCPI qui vont sur des marchés très spécifiques. Les thématiques, pour y revenir. Ou les thématiques qui sont plus liées à des phénomènes de conjoncture, diversifiés par définition, ou des phénomènes financiers. Pourquoi Immorum 2 jusqu'à présent était à capital variable, à capital fixe? Parce que comme il y avait 30% à 40% de dette dedans, on ne voulait pas être surpris par une remontée de taux qui fait qu'il n'y avait plus de sens, je dirais, à mettre de la dette. Et donc, du coup, on voulait avoir la liberté de ne pas trop collecter, de ne pas être obligé de trop réinvestir sans dette. Maintenant que la taille de la SCPI est suffisante, va se poser la question de la passer en capital variable, où la grosse différence entre le variable et le fixe, c'est que sur une variable, on dit on peut aller jusqu'à 1 milliard, par exemple, d'accord ? Et pendant 1 milliard, la liquidité est faite par le marché. C'est-à-dire que si on est bien organisé, quand quelqu'un veut vendre sa part, c'est un acheteur qui lui rachète et c'est nous qui gérons tout ça sous le regard de l'AMF. C'était une de mes questions justement qui revient régulièrement de nos investisseurs, c'est est-ce que c'est facile justement de vendre des parts de SCPI demain? C'est par rapport à ça, j'ai un problème, un accident de la vie ou peu importe, j'ai besoin de liquidité. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le marché des SCPI, c'est facile à revendre ou pas? Pour être très clair, on va dire sur un petit 85%, il n'y a pas de problème de liquidité. En fait, le problème de liquidité vient souvent du fait que soit elle a été mal conseillée, soit elle est vendue trop cher. En mass market, c'est-à-dire que c'est du volume. Il y a une opération, il y a une banque qui décide de dire ce mois-ci, on fait de la vente de parts de SCPI, puis le mois d'après, on fera autre chose. Et donc justement, là, c'est plus du conseil. J'ai aussi une question. Donc, en cas de vente, on me pose la question des frais. Justement, on demande donc les frais d'une SCPI, les frais d'entrée, de sortie et les frais de gestion. C'est des questions que j'ai eues dernièrement. Donc, par rapport à ça, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus en détail, sachant que moyenne. La moyenne, alors il y a deux types de frais. Il y a des frais de gestion et il y a des frais
qu'on dit d'entrée, mais qui en réalité Sont de sortie. par le client. En fait, quand un client met 100, d'accord, la moyenne des frais de gestion, c'est à peu près 10% du montant des loyers encaissés. Si, quand le client met 100, nous, on touche 70, si on touche 7, c'est-à-dire du 7%, Oui. La société de gestion prélève 7% du montant des loyers. Ça veut dire qu'en réalité, il va toucher du 6,3 hors fiscalité. D'accord. Ça, c'est pour le côté frais de gestion. On est bien d'accord. Pour le côté de frais de gestion. Pour le côté frais d'entrée. Mais justement, ce que tu m'expliquais, c'est quand même tous ces frais de gestion pour le rappeler, parce que ce n'est pas juste des frais pour être des frais, c'est tout l'entretien du parc immobilier, c'est justement la gestion des entrées des locataires que justement aujourd'hui, quand on achète une SCPI, en tant qu'investisseur, on n'a pas du tout à s'en occuper. On est bien d'accord par rapport à un propriétaire d'appartement ou mur de commerce en direct. Quand on achète une part de SCPI, les deux obligations qu'on a, c'est d'aller aux assemblées générales si on en a envie, en tous les cas d'au moins voter. Et la deuxième, c'est de recevoir les loyers de la SCPI tous les trimestres. On est d'accord. Ensuite, on peut plus ou moins s'appliquer parce que dans une SCPI, on a l'obligation d'avoir un conseil de surveillance et n'importe quel porteur de part peut candidater pour faire partie du conseil de surveillance. Et d'ailleurs, dans quasiment toutes les SCPI, il n'y a que des. D'ailleurs, il ne peut y avoir que des clients directs. Que des investisseurs, on est d'accord. Que des investisseurs à l'intérieur, même s'ils sont professionnels. Et donc les frais de sortie, on va dire, donc maintenant il faut adapter aux sorties. Pourquoi on dit des frais de sortie? C'est parce qu'on parle en performance nette en général. Quand un client met 100, j'ai parlé des loyers, quand un client met 100, d'accord, nous on n'investit que 90. C'est un peu comme quand on achète une maison, qu'on passe chez le notaire, si elle vaut 1000, on aura quand même payé chez le notaire en plus des frais. Oui. Voilà, quand le client met 100, les frais font partie de la valeur de la part. Donc nous, on investit que 90, mais quand on lui dit que ça lui rapporte du 4,18 l'année dernière, ça aurait été 4,18. Sur 90? Non, sur 100. Sur 100, d'accord, on est d'accord. 100. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il paye les frais oui. à la sortie. C'est-à-dire que si jamais le même client sort le lendemain, comme on a investi que 90 et que le reste, ça a servi à payer les frais chez le notaire, l'agent immobilier qui a fait la transaction, etc., etc. Enfin, toutes les personnes qui interviennent dans la vie de la SCPI, s'il sort le lendemain, on lui rend 90. Oui. Mais quand on lui parle de sa performance, quand on dit que c'est rapport du 4,18, c'est 4,18 par rapport à 100. Et quand on dit que la part a pris 1%, c'est 1% par rapport à 100. On est bien d'accord. Alors maintenant, je vais poser une dernière question, peut-être l'avant-dernière, par rapport justement, quel est l'intérêt aujourd'hui d'investir parce que là, je le pose au président de l'UNEP pour le coup, donc quel est l'intérêt d'investir des SCPI en assurance vie? Là, on a parlé des frais, donc souvent on me pose des questions par rapport à ça. Donc quel est cet intérêt aujourd'hui par rapport entre je les achète en direct ou je les achète par exemple sur le contrat UNEP directement en assurance vie? Alors, en fait, l'intérêt, c'est l'intérêt du client. C'est quand je disais tout à l'heure, le client ne nous confie pas de l'argent, il nous confie un objectif à moyen long terme quand il s'agit de SCPI. Est-ce que son objectif, c'est d'avoir des revenus? Est-ce que son objectif, c'est de capitaliser? Est-ce que son objectif, c'est de transmettre? Est-ce qu'il a une grosse tranche fiscale? Est-ce qu'il a une faible tranche fiscale? Il faut qu'il soit conseillé, on est bien d'accord, ça par contre, pour savoir laquelle solution choisir. Il faut savoir que la SCPI, ça reste de l'immobilier, il y a transparence. Et donc, si la tranche fiscale devient un peu élevée, c'est-à-dire supérieure à 25%, on va lui ponctionner 25% des loyers en impôts. S'il est souscrit dans l'assurance vie, il n'aura plus cette ponction, puisque les loyers tombant dans le cadre dans l'enveloppe juridique de l'assurance, ils ne seront pas fiscalisés s'il ne les sort pas. Mais même s'il les sort parce qu'il a besoin de revenus, ils seront fiscalisés avec la fiscalité de l'assurance qui est bien meilleure. Et en fait, dans l'assurance vie, la SCPI permet d'avoir un vrai avantage fiscal instantané sur l'IR, d'accord? Ça ne fait pas échapper à l'IFI, qu'on soit bien d'accord, et ça amène une souplesse supplémentaire. Pourquoi ? Si on touche 1000 de revenus dans l'année de SCPI dans un contrat d'assurance vie et qu'on a besoin que de 500, on peut prendre que les 500.
Quand on est en direct, comme c'est comme un appartement en réalité, eh ben, les 500, ils tombent sur votre compte bancaire que vous en ayez besoin ou pas. Donc dans l'assurance vie, il y a une souplesse supplémentaire. Il y a un deuxième sujet, c'est tout ce qu'on appelle le droit de mutation ou droit de succession. En fait, la SCPI en direct, quand on a une tranche fiscale en dessous de 25%, génère des revenus relativement sécurs puisqu'ils sont très mutualisés. Hein. Au-dessus de 25%, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux pas le faire en assurance vie? D'accord. Surtout si on n'a pas besoin de la totalité ou en permanence des revenus. On peut Tout dépend des objectifs. C'est ça que tu es en train de nous dire. Tout dépend des objectifs. Ça dépend des objectifs. Par contre, si jamais on veut utiliser l'effet de levier du crédit, il faut le faire en direct. D'accord. Ou si jamais on veut faire une opération de démembrement pour des raisons d'IFI, enfin d'impôt sur la fortune, immobilière, oui. ou voire même successorale. La fortune immobilière, pardon. Ici, impôt sur la fortune immobilière. Aussi en démembrement. La contrepartie des avantages qu'offre l'assurance vie, c'est qu'il y a des frais de gestion qui sont très largement compensés par l'économie d'impôt, mais en général, le législateur a fait en sorte que lorsqu'on achète des parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie, on les paye moins cher pour éviter qu'il y ait un millefeuille de frais, ceux de l'assurance et ceux du contrat. Donc en général, quand on achète des parts dans un contrat d'assurance vie, on les paye entre 2,5 et 4% moins cher que quand on les achète en direct. Pourquoi? Parce que l'assureur et la société de gestion abondent pour le compte du client dans la mesure où il y a deux enveloppes qui viennent se superposer. Eh bien, très bien. On a une dernière question sur également, c'est très intéressant de la poser à Christian. Pour le coup, on nous dit l'assureur organise également la liquidité des parts de SCPI. J'allais en parler. Vas-y. Tu peux y répondre? Bah, évidemment, mais là, c'est une question que j'aime pas. C'est pour ça que c'est moi qui la pose, Christian. Tu vois, de suite, il est moins agréable que moi. Non, la réglementation impose le code des assurances impose qu'un assureur doit rembourser son client dans le mois qui suit sa demande de rachat. Et tout à l'heure, on parlait de SCPI capital fixe et à capital variable. Que la SCPI soit liquide ou pas, l'assureur doit vous rembourser. Mais pire que ça, c'est pour ça que je n'aime pas répondre à cette question, pire que ça, vous connaissez en début d'année la valeur à laquelle il doit vous rembourser, quoi qu'il puisse se passer pendant l'année. Parce qu'en fait, le code des assurances dit, des assureurs s'il y a des assureurs qui m'écoutent, ils ne vont pas être contents. Le code des assurances dit qu'on doit vous rembourser sur la base de la valeur de réalisation. Oui. Donc, du coup, imaginons que la part de SCPI, pour des tas de raisons, perde 20% cette année. Ils seront obligés de rembourser au début d'année. Ils sont obligés de vous rembourser sur la base de la valeur de réalisation de début d'année. Ça, c'est le code des assurances. Donc, l'assureur a l'obligation d'assurer la liquidité et c'est notamment une des raisons pour laquelle on trouve souvent les mêmes SCPI dans des contrats d'assurance et que certaines on ne trouve pas parce que les assureurs, ne voulant pas mobiliser leurs fonds propres pour rembourser des clients et se retrouver avec des parts qui ne soient pas liquides, choisissent en général des SCPI qui eux-mêmes sont très bien organisés au niveau de leur marché secondaire, c'est-à-dire de la liquidité. Et pour être bien organisé, il faut avoir des canaux, je m'excuse du terme, des canaux de distribution ou de conseil qui soient hyper éclatés. Mais tu n'as pas que ça, tu as aussi quand même entre l'assurance, j'ai envie de dire aussi, comme on disait, des SCPI plus thématiques. Donc tu vas trouver plus des SCPI diversifiés, si tu es d'accord avec moi, dans les contrats d'assurance vie. Oui. Alors que justement, des fois, des thématiques qui vont avoir en direct, il y a aussi plus de variété quand même que tu vas pouvoir avoir que dans les contrats d'assurance vie. Tu es d'accord? Et sur des marchés de niche, des fois. Je suis d'accord avec toi, mais les SCPI thématiques sont assez récentes, sauf peut-être une ou deux sur la santé. Oui, par exemple, je pense à celle-ci. Sauf une ou deux sur la santé, sont, je dirais, peut-être même trop récentes pour avoir reçu les agréments de l'assureur,
parce que pour l'instant, on n'a pas mesuré, je dirais, quel pouvait être l'impact. Oui, tout le monde a été surpris par cette crise du Covid. Et moi, je peux vous dire que on était en pleine réflexion pour faire référencer de la santé, de l'hôtellerie et du viager. Et donc, du coup, l'hôtellerie, on ne l'a pas rentrée, alors que moi, je suis convaincu. Et je dis on ne l'a pas rentrée, non pas parce que moi, je veux la rentrer. Hein, oui, j'ai bien compris. Mais parce que l'assureur dit moi, je ne veux pas de ça. Si jamais les clients ressortent, parce que si la crise du Covid dure 2 ans de plus, les hôtelleries, pendant 2 ans, ce n'est pas la peine d'attendre quoi que ce soit. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien de diversifier, puis d'exacerber certaines lignes, mais en fonction du projet du client. Très bien. Merci beaucoup, Christian. Il est déjà 19h15. Donc, on a débordé. Mais bon, le sujet est tellement passionnant. Et merci beaucoup à Christian de toutes ces explications. Merci à vous tous avec l'ensemble de vos questions. Je vais juste lancer le dernier petit sondage par rapport au format du webinaire. Par rapport à ça, si vous voulez encore bien marcher, excusez-moi, décidément. Ça ne veut pas. Alors, attendez. Je vais le faire. Voilà, ça y est, c'est bon. Non, toujours pas. Oui, ça y est, c'est bon. Alors, le format du webinaire vous convient-il? Le temps, le consacré, la support et l'interactivité. Apparemment, Christian, nous faisons 100%. Alors, je tenais également à remercier Christian pour son intervention qui est toujours très enrichissante. Ensuite, vous retrouverez donc ce webinaire sur notre YouTube TV d'ici 3-4 jours, 5 jours maximum. Pour ceux qui voudraient le revoir en replay, ils ont la capacité de le revoir tout simplement en se connectant avec le même lien de connexion que celui qui vous a servi à participer à ce webinaire aujourd'hui. Et on se tient bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions aujourd'hui que vous auriez encore après ce webinaire. Et on espère que vous avez appris plein de choses ce soir. On se retrouvera d'ici quelques semaines pour un nouveau live et vous aurez également rendez-vous avec nous sur un prochain Patrimo Live d'ici 15 jours ou 3 semaines. On vous donnera la date dans les prochains jours. On vous remercie grandement. Donc, merci à tous. Merci à toi, Christian, pour tous ces éclairages. Et bien, à très bientôt pour un prochain Patrimo Live ou un live Parlons Immobilier aux Finances. Excellente fin de journée. Et puis, profitez des terrasses si vous le pouvez jusqu'à 21h. C'est plutôt agréable. On a retrouvé un petit peu de semblant de vie, ce qui est plutôt pas mal. Bonne fin de journée. Merci à vous tous. Au revoir.